Alors en gros, les marchés financiers, c'est un peu comme le Bon Coin des grosses sociétés sur Terre. Ne le voyez pas comme une bête méchante qui va vous manger. C'est juste un moyen pour les grosses sociétés de se financer en gros. Et par financer, ça veut tout et rien dire, mais en gros, ils peuvent séparer leur société en petites portions, qu'on appelle des titres financiers, ou des shares en anglais. C'est juste des parts de société, et en fait, ils découpent comme un gâteau, en plein de petits bouts. Au début, ils ont tout le gâteau parce qu'ils viennent de créer la société, ils ont tout le gâteau, ça leur appartient à 100%. Et après, une fois qu'ils deviennent très gros, ils veulent soit se développer, soit se dégager un peu de thunes pour faire autre chose. Enfin, il y a plein de raisons. Et en fait, à ce moment-là, ils disent on va s'introduire en bourse. Donc, ils se mettent en gros sur le bon coin, quoi. Et en fait, ils mettent plein de parts de leur société sur ces marchés financiers qui en fait vont mettre en relation tous les investisseurs de la planète. Et les investisseurs, quand ils ont fait leurs petites analyses, ils se disent bon ben cette société-là, ok, je veux en acheter. Pour résumer, en gros, les grosses sociétés divisent leur gâteau en plein de petites parts et que tout le monde peut joindre l'aventure avec eux en gros. Et ça veut dire quand on détient une part d'Apple, donc je ne sais pas combien ça coûte là, 100 $ par exemple, ben avec 100 $, on a tous les employés d'Apple qui travaillent pour nous, pour ces 100 $ là en fait. Et ça fait comme si on avait une petite société à nous dans notre coin qui en fait dort et ne dort pas en même temps, quoi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Chaque petit centime qui sont dans notre compte quand on a une action Apple, ils vont travailler pour nous parce que tous les employés d'Apple vont être à notre service entre guillemets. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça que c'est le meilleur moyen de s'enrichir entre guillemets passivement, même si c'est jamais trop passif parce qu'on doit toujours réfléchir, est-ce que ça va pas être le crash, est-ce qu'il ne faut pas vendre, est-ce qu'il faut une autre société, est-ce que mon portefeuille est toujours bien diversifié, est-ce que si, est-ce que là. Mais en gros, si vraiment on fait le pari de dire je veux acheter Tesla et le garder 20 ans, en fait pendant 20 ans, il y a tous les employés de Tesla, Elon Musk, tout ce que vous voulez qui seront en fait en train de travailler pour vous. Un autre aspect des marchés financiers, c'est qu'il n'y a pas que des parts d'actions à acheter, il y a aussi des matières premières, des devises, des crypto-monnaies, c'est en fait des devises électroniques, on peut appeler ça comme ça, avec de la technologie comment dire, avancée à l'intérieur de cette monnaie-là. C'est un peu de la monnaie intelligente, on va dire. Et en fait, tout ça, ça s'achète et ça s'échange en gros sur les marchés financiers de la même manière que les parts d'actions, sauf que en fait on va le comparer face au dollar et le dollar c'est juste la monnaie dominante en ce moment sur Terre, donc du coup on va essayer de capturer une fluctuation. Par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, je parie que l'or va monter dans les 5 prochaines années parce que on va avoir de la dévaluation du dollar. Ça veut dire que le dollar va coûter moins et que les marchés financiers, ça va être une catastrophe parce qu'on va avoir une guerre mondiale ou je ne sais rien. Et en fait, on parie que l'or va être en fait l'actif le plus costaud dans les 5 prochaines années. Mais c'est un peu pareil qu'Apple. Si on décide qu'Apple, en fait, il n'y a pas plus costaud qu'Apple, même qui va fracasser l'or, qui va fracasser les cryptos, machin et tout, ben, du coup, on se dit, je veux être sur Apple, le truc le plus costaud de la planète. Mais c'est toujours relatif à quelque chose d'autre, en fait. Autre notion très importante à retenir, et en fait, ça, je pense que c'est très mal assimilé par la plupart d'entre vous, c'est que, en gros, le cours du prix ne dépend pas de combien d'actions ou de parts de quelque chose vont être achetées. C'est-à-dire que BlackRock, c'est un des plus gros fonds d'investissement. Quand par exemple il achète un grand nombre d'actions pour ses ETF, par exemple, les ETF c'est juste un panier d'actions. Donc moi je veux acheter, je sais pas moi, 100 actions à la fois, au lieu de les faire une par une, j'achète un seul ETF qui va regrouper 100 actions. Et en fait eux, voilà, par exemple BlackRock il fait ça, donc du coup il va acheter des milliards et des milliards peut-être d'un coup sur les marchés financiers. Et en fait, c'est pas pour ça que le prix va monter drastiquement ou descendre drastiquement. C'est juste que le prix des choses sur les marchés financiers dépend de l'offre et la demande. Et c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vendeur sans acheteur en face, il n'y a pas d'acheteur sans vendeur en face. Et donc du coup, si les deux ne se mettent pas d'accord sur un prix, bon, c'est pas, ils ne se téléphonent pas, hein, c'est des brokers, donc des plateformes d'échange, et ils vont dire, voilà, moi j'ai mon ordre à 100 €
et je veux acheter cette chose-là à 100 €. En face, il y en a un autre qui reçoit en gros l'alerte. Il y en a un autre qui veut qui veut acheter à 100 €. Moi, je voudrais bien le vendre. Et en fait, c'est la croyance de un qui pense que c'est bien de vendre et la croyance de l'autre qui pense que c'est bien d'acheter à 100 € qui fait qu'on a un prix sur un graphique. Et c'est pas, y en a beaucoup qui ont acheté là, donc du coup ça va monter fort. Mais des fois ça peut être comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est l'offre et la demande, c'est-à-dire que je pense que ça va monter, donc je vais acheter. Et l'autre en face, au même moment sur Terre, il se dit, je pense que ça va descendre, donc je veux vendre. Ou alors, il se dit, j'ai déjà fait pas mal de gains, je prends un peu de profit. Et ça peut marcher comme ça aussi, c'est pas qu'il pense forcément que ça va baisser. Mais en gros, voilà, c'est un jeu à somme nulle qui dépend de la croyance des uns et des autres. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'irrationalité sur les marchés, c'est-à-dire que un prix peut être suracheté ou survendu très longtemps. Et c'est pour ça que j'en viens à un autre chapitre qui est l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et donc la différence entre ces deux choses-là, c'est juste qu'une prend en compte ce que la société va faire et la valeur intrinsèque de la chose, et l'analyse technique, c'est juste on analyse le prix sur le graphique, on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc moi je préfère la deuxième méthode, l'analyse technique, parce que je trouve que c'est plus réactif à ce qui se passe en temps réel sur les marchés, en anticipation en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, genre 6 mois à l'avance, peut-être qu'il y a une news qui va sortir dans 6 mois et les marchés commencent déjà à l'anticiper. Alors que l'analyse fondamentale, du coup, on sera un peu noyé parce qu'aujourd'hui les trucs sont super merdiques et on spécule sur le fait que dans 6 mois ça va être de la bombe. Mais du coup, si on fait que de l'analyse fondamentale, on se dit putain, mais aujourd'hui c'est de la merde et les fondamentaux sont pas bien. Donc du coup, ça nous empêche d'acheter un truc qui, sur le graphique, paraît bien, quoi. Et on voit qu'il y a des gros institutionnels qui achètent un prix parce que ça devient horizontal en fait. Ça varie, mais dans un espace très contenu. Et ça ne fait pas des grandes variations, machin. Et quand ça varie dans un espace très contenu, on peut se dire qu'il y a des gros institutionnels qui ont fait beaucoup de recherches sur cette société en question et qui en fait lisent entre les lignes et qui anticipent le fait que cette société va surperformer le marché par exemple. Et donc du coup on peut suivre cette vague là sans avoir à faire des tonnes de recherches. Et du coup en fait je me suis aperçu qu'à force de regarder les graphiques, il y avait des choses qui se répétaient plus ou moins. En fait ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Mais comme ça se ressemble en fait, on peut potentiellement anticiper que ça va se passer d'une manière similaire en fait. Et du coup, si on anticipe quelque chose sur les marchés financiers, ben, il y a des gains financiers à la suite de notre décision, quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, il y a plein d'indicateurs en fait qui nous permettent d'analyser ce prix-là. Ça s'appelle juste des indicateurs sur les marchés financiers, quoi. Et en fait, on peut coder avec des formules mathématiques une palanquée de choses qui nous permettent de dire ok, le prix il peut potentiellement rebondir dans cette zone là, ou alors se retourner dans cette zone là, ou alors il faut faire gaffe quand il se passe ça ou ci ou ça. Et du coup en fait je me suis dit je vais mixer plein d'indicateurs et je vais voir s'il y a des confluences de signaux. Et du coup ça va faire des signaux solides parce que comme je vous l'ai dit, tous les mecs de la planète ils regardent, ah putain il y a eu un truc sur cet indicateur là qui me paraît pertinent, ah ben du coup je vais vendre à ce moment là. Et du coup si tout le monde se dit ça en même temps, ça fait que ça devient pertinent. Et en fait du coup j'ai développé sur la plateforme qui s'appelle TradingView un indicateur et à la suite de celui-là plusieurs extensions qui me permettent en fait de scanner un peu toutes les actions et tout ce qui se passe sur les marchés financiers en un clin d'œil. Et en fait ça permet de faire une sélection drastique de ce qui va potentiellement se retourner à la hausse ou à la baisse. Et en fait j'ai fait des tests pendant des années et je me suis dit au lieu de l'utiliser que pour moi, je vais essayer d'en faire un business et de le vendre à des gens qui sont intéressés, et c'est pour ça que j'ai créé AYN. Ça m'aide grandement tous les jours à repérer ce qui va se passer éventuellement sur les marchés, donc je place mes paris en fait. Il y a un mec qui fait voler un gros cerf-volant. Et c'est pour ça que
je pense que c'est difficile de faire du trading ou de l'investissement sans avoir la combinaison de je pense que c'est une bonne société plus j'ai des outils techniques qui me permettent de dire ok, le prix va potentiellement se retourner ou alors c'est une bonne zone d'accumulation. Je ne vous parle pas de faire du trading à 0,5% près des choses, mais avec une marge d'erreur minime, on peut arriver à s'exposer sur les marchés financiers sans trop perdre d'argent quand on perd en fait. Et il y a toute une gestion de money management, là, je ne sais pas comment on dit en français, qui est en fait très importante parce que si on met toute notre thune sur un pari qui avait une forte probabilité de baisse et que nous on est à l'achat, ben, du coup on peut se faire liquider son compte. Mais si on est prudent et qu'on y va à tâtons et qu'on répartit sa thune un peu partout, ça peut bien se passer, quoi. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris quelques trucs et je vous dis à la prochaine.